Salam alaikum. On va donc reprendre le cours par le deuxième chapitre après avoir traité le premier chapitre se rapportant donc au milieu intérieur. Euh, Nous avons donc reprendre avec l'hématologie. Ce cours donc d'hématologie consiste à l'étude physiologique et pathologique du sang. Et on va avoir au cours donc de ce cours les bases anatomiques et physiologiques du sang. Bon, après avoir donné une définition du sang et rappelé ses principales fonctions, on va s'intéresser également à connaître les composantes anatomiques du sang et leur activité fonctionnelle. Donc le sang, comme vous le savez, il est composé d'une partie liquide et d'une partie solide représentée par un certain nombre de cellules appelées éléments fluides du sang. On va donc étudier les composantes anatomiques du sang et de l'activité fonctionnelle, à savoir le plasma, les protéines plasmatiques qui jouent un rôle très important dont on a parlé déjà dans la partie du milieu intérieur, et puis les trois types d'éléments figurés qui sont les globules rouges, les leucocytes et les plaquettes. Ensuite, on va aborder la partie se rapportant à la détermination du groupe du sang, et pour finir, on parler de l'hématopoïèse, qui est donc l'ensemble des mécanismes qui permettent donc la synthèse et le renouvellement des cellules sanguines. Le sang, comme vous le savez, donc c'est un tissu fluide circulant dans le système vasculaire de façon continue et régulé par un système cardiovasculaire. Bon, le système cardiovasculaire, vous savez très bien, il est composé du cœur et des vaisseaux. Le cœur, donc, c'est une pompe qui va pomper le sang et va le propulser à travers ce système vasculaire constitué donc d'artères, de capillaires et des veines. Donc, je rappelle que les artères, c'est les vaisseaux qui transportent le sang du cœur et le distribuent aux différents organes. Les capillaires, c'est le lieu des échanges des nutriments et des déchets entre le plasma et le liquide interstitiel au niveau cellulaire. Et puis les veines, ce sont des vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur. Alors le sang, c'est bien sûr le seul tissu liquide de l'organisme. C'est un tissu conjonctif complexe dans lequel les cellules vivantes, ou appelées également éléments figurés, sont en suspension dans une matrice liquide extracellulaire non vivante appelée donc le plasma. Donc, le plasma, on a vu que c'est une composante du milieu intérieur. Donc, est séparé du liquide interstitiel, je le rappelle, par la membrane capillaire. Alors, les cellules sanguines sont toutes dissociées les unes des autres à l'état normal. Et grâce à la plasticité remarquable de cellules sanguines, le sang assure plusieurs fonctions qui sont toutes liées de près ou de loin au transport de substances, à la régulation de la concentration de substances sanguines. Alors ces fonctions se chevauchent bien sûr toutes ensemble et interagissent de manière à maintenir l'homéostasie. Alors, parmi ces fonctions du sang, comme on a dit, il y en a qui jouent un rôle dans le transport, ce sont donc des fonctions de transport ou de régulation. Alors, parmi les fonctions de transport, vous savez très bien que le sang permet le transport de l'oxygène des poumons au tissu, le transport de CO2, dioxyde de carbone, jusqu'aux poumons afin que ces derniers l'expulsent vers l'extérieur, vers l'environnement. Il transporte également des substances vitales, comme par exemple le glucose, du foie aux différents tissus, transporte également des produits nuisibles qu'on appelle déchets métaboliques, tels que l'urée, des différents tissus au rein pour que ce dernier les expulse dans l'urine. Donc il transporte les déchets à travers vers des organes qui vont l'expulser vers l'extérieur. Par exemple, on a parlé de l'urée, mais on peut parler également du CO2. Donc il le transporte vers les poumons pour l'expulser vers l'extérieur. De même qu'il transporte des signaux hormonaux ou des hormones. Vous savez très bien qu'une hormone est synthétisée par une glande et libérée dans le sang, elle est transportée vers son organe cible, effecteur, où il va interagir. Alors, il transporte également de l'eau et les sels minéraux partout où ils sont nécessaires. Et ça, on a vu le rôle joué par les sels minéraux et l'eau
pour maintenir aussi bien la pression oncotique que le volume des différents compartiments corporels, liquidiens corporels. Alors, les fonctions de régulation, on trouve que le sang permet de garder constante la température du corps grâce à la thermorégulation. Et là, on en a déjà parlé, donné l'exemple dans le myostasie de la thermorégulation. Donc, le sang qui circule dans les vaisseaux, ces vaisseaux ils peuvent subir soit une vasodilatation quand il fait chaud pour permettre d'augmenter la surface d'échange avec l'extérieur et donc il permet une déperdition de la chaleur de notre corps pour que la température du corps se maintienne à 37 degrés, ou bien inversement quand il fait froid. Les vaisseaux se rétrécissent, donc minimisent la circulation et l'échange, la surface d'échange avec le milieu extérieur, donc pour conserver la chaleur et la température du corps. Et grâce à l'action des plaquettes, le son joue également un rôle dans l'hémostase, qu'on appelle donc les phénomènes qui permettent de boucher toute blessure ou fissure pouvant survenir dans le corps, suite à une hémorragie par exemple. Il permet le maintien également du pH, et ça on va le voir grâce à la fonction principale de l'hémoglobine qui est le pigment respiratoire contenu dans les globules rouges. Permet également de maintenir un volume constant dans le liquide circulatoire. Donc ça, on en a déjà parlé dans les échanges hydriques entre les compartiments. Et c'est, comme je vais vous le rappeler, c'est les pressions osmotiques dans les différents compartiments qui vont orienter l'échange de l'eau d'un compartiment à un autre. Il joue également un rôle dans la défense du corps contre les microbes qui produisent des infections, et grâce à l'action de globules blancs. Donc vous savez très bien que les globules blancs ils jouent un rôle dans l'immunité, dans la défense de l'organisme contre les corps étrangers. Alors parmi toutes ces fonctions, il faut retenir que la fonction, dans les fonctions de transport CO2 et de l'oxygène, ainsi que la fonction des plaquettes qui interviennent dans l'hémostase, et puis la fonction de l'immunité grâce aux globules blancs, ce sont donc des fonctions spécifiques de sang. Il n'y a que le sang qui peut donc réaliser ces fonctions ou bien assurer ces fonctions dans notre organisme. Et c'est une chose à retenir. Alors, parmi les caractéristiques physiques du sang, on doit citer que le sang présente donc un certain nombre de caractéristiques constantes dont la modification peut être liée à des pathologies. Par exemple, si le sang devient visqueux, c'est quelque chose qui est anormal. La viscosité peut varier grâce, par exemple, à cause de l'augmentation du nombre de globules blancs ou du nombre de globules rouges. Donc, le sang, il doit avoir donc un certain nombre de caractères constants. Alors, il a une viscosité donc opaque avec un goût salé. Le sang oxygéné présente une couleur éclairate, alors que le sang pauvre en oxygène présente une couleur rouge sombre. La densité du sang est 5 fois supérieure à celle de l'eau, et donc il est plus visqueux par rapport à l'eau. Il présente un pH légèrement alcalin, compris entre 7,35 à 7,45. Sa température est de 38 degrés Celsius et constitue environ 8% de la masse corporelle totale. Le volume sanguin varie entre 5 et 6 litres chez l'homme et il est seulement de 4 à 5 litres chez la femme. Alors maintenant, si on veut déterminer la composition ou connaître la composition du sang, on doit procéder par un prélèvement du sang. Prélèvement du sang auquel on achète un anticoagulant qu'on met dans un tube, et après centrifugation, on va donc séparer deux phases, une phase liquide qui correspond au plasma et une phase solide constituée de deux parties, une partie rouge qui correspond donc au globule rouge et une couche blanchâtre qui correspond donc à la couche des leucocytes. Bon, vous remarquez que le plasma représente 55% du sang total, alors que les éléments figurés du sang représentent 45% du sang total. La première partie elle est moins dense, alors que cette partie elle est plus dense. Alors pour la couche leucocytaire, vous voyez qu'elle représente moins de 1% du sang total.
Donc le pourcentage des éléments figurés par rapport au son total correspond donc à l'hématocrite. Alors si l'on recueille cette fois-ci du sang dans un tube sans additionner l'anticoagulant, alors le sang il prend rapidement l'aspect d'une gelée. Donc il forme un culot, ce qu'on appelle le sang coagulé. Et ceci quelques heures après sans prélèvement de l'organisme. Alors au fond du tube, une masse sombre qui est donc correspond au caillou. Et au-dessus, donc le liquide jaunâtre, là, donc ce liquide-là, correspond au sérum. Donc le sérum, c'est donc le plasma débarrassé de la protéine de coagulation qui est la fibrinogène. Alors ça veut dire que, vous voyez que le culot, il a été formé, pourquoi? Parce que cette protéine de coagulation qu'on trouve dans le plasma a été transformée en filament de fibrine et donc n'est plus soluble. Donc la différence entre le sérum et le plasma, c'est que le sérum ne contient pas la fibrinogène, c'est-à-dire la protéine de coagulation. Le sérum est donc incoagulable. Donc je rappelle, pour obtenir donc un plasma, il faut prendre le sang auquel vous additionnez l'anticoagulant et après centrifugation, vous avez donc deux phases, une phase liquide qui correspond au plasma et une phase solide qui correspond donc aux éléments figurés. Par contre, si vous additionnez pas d'anticoagulant et vous laissez décompter ou vous centrifugez, vous allez avoir donc séparation de deux phases, mais la phase liquide correspond donc au sérum. Donc maintenant, j'espère que vous allez bien retenir la différence entre le plasma et le sérum. Le plasma donc il correspond donc à la proportion du sang qui ne contient pas les cellules sanguines. Donc nous avons vu qu'il représente environ 55% du sang total. Il peut être obtenu donc après recueil du sang dans un tube anticoagulé par sédimentation ou plus rapidement par centrifugation. Donc c'est une chose qu'on a déjà dit. Il est constitué en très grande partie d'eau, 82% d'eau, et contient des électrolytes. Parmi ces électrolytes, il y a des sels minéraux. Donc souvenez-vous, donc on a, à titre de rappel, le plasma donc, qui est donc une composante du milieu intérieur. Le principal ion du plasma, c'est donc le sodium. Alors les produits, il contient également des produits de métabolisme cellulaire. On trouve donc l'urée, bilirubine, le CO2, contient des enzymes, des hormones, des nutriments bien sûr, et des protéines. Et parmi ces protéines, on trouve principalement comme protéine principale l'albumine qui représente à 60%. Avec l'albumine, il y a les globulines à 36%, la fibrinogène et bien sûr d'autres protéines représentent 4%. Le taux normal des protéines sanguines est de 70 grammes par litre. Parmi les globulines, deux groupes ont une grande importance en hématologie et qui jouent donc des fonctions spécifiques ou donnent des fonctions spécifiques au sang. Alors ces protéines sont donc les protéines de coagulation, la fibrinogène, et les immunoglobulines ou gamma-globulines. Ils correspondent donc aux anticorps. Ils peuvent être utilisés de façon plus précise par des techniques immunologiques, comme l'immunoélectrophorèse. Alors, une étude par électrophorèse permet donc de séparer les protéines sériques. Et pour vous remarquer donc sur ce tracé, il y a une protéine qui présente un pic très important, qui correspond donc à l'albumine, représente 59,5%, alors que les globulines, il y a 4 types de globulines, alpha 1, alpha 2, bêta 1 et des gamma globulines. Alors, pour rappeler donc les différents types et rôles des protéines plasmatiques, les protéines du plasma sont donc élaborées par le foie. Alors, et pas les globulines. Les globulines, on a vu qu'ils sont donc synthétisés par les globules blancs. Ils sont destinés à demeurer dans le sang. Et ces protéines participent donc au maintien de la pression osmotique nécessaire à retenir l'eau dans le sang. Et ce rôle est joué principalement par l'albumine. Ils interviennent dans le maintien de pH sanguin
et renferme donc le facteur de coagulation, fibrinogène et la prothrombine qui limite donc les pertes de sang suite à une hémorragie. D'autres protéines, les globulines, jouent un rôle dans l'immunité, ils protègent donc l'organisme. D'autres sont impliqués dans le transport de substances telles que lipides, hormones et certains ions et vitamines. Donc, en résumé, les protéines jouent donc principalement quatre fonctions. Le maintien donc le maintien de la pression osmotique et en conséquence du volume des compartiments liquidiens. Le maintien de pH joue un facteur dans la coagulation et certains globulines jouent un rôle dans la défense de l'organisme. Ils peuvent avoir également un rôle de transporteur. Vous avez donc dans ce tableau le résumé de la composition du plasma. Alors, nous avons vu qu'il est constitué principalement d'eau et des solutés. Parmi les solutés, donc les protéines. Des protéines et parmi ces protéines, donc il y a l'albumine, globuline, alpha et bêta globine, gamma globine et la fibrinogène qui joue un rôle dans la coagulation du sang. À côté, il y a donc d'autres substances azotènes non protéiques. On trouve également des nutriments, des électrolytes, des gaz respiratoires et des hormones. Donc vous pouvez revoir en détail cette composition à travers ce tableau. Donc, comme vous pouvez remarquer, la composition du plasma peut fluctuer constamment selon les activités de l'organisme. Et ça, on en a parlé. Cependant, différents mécanismes homéostasiques assurent que ces fluctuations ne soient pas trop prononcées. En effet, divers organes interviendront et procéderont à de nombreux réajustements afin de maintenir la composition du plasma à des niveaux acceptables pour la santé. Bon, parmi ces organes, il y a le foie, les poumons et les reins. Donc des exemples, on en a parlé dans le premier chapitre. Donc toute modification de la composition du plasma, ici je prends comme exemple, par exemple l'augmentation de la natriémie, augmentation de la concentration en sodium, ceci donc va provoquer une augmentation de la pression osmotique et ça va avoir une conséquence sur le déplacement de l'eau. Donc l'eau, il va sortir des cellules vers le plasma et ceci va provoquer une déshydratation dont la conséquence peut être néfaste et mortelle. Donc toute variation d'un paramètre donné va déclencher des mécanismes de régulation qui font intervenir au moins trois composantes, ça c'est à titre de rappel, le récepteur, le centre de commande et puis l'effecteur, pour donc réguler donc cette variation et maintenir la constance de la composition du milieu intérieur. Alors, on va passer aux cellules sanguines du sang ou éléments figurés. Donc, l'étude sur ce qu'on appelle un frottis sanguin permet de voir les différentes composantes des éléments figurés du sang. Vous savez donc qu'il y a donc les globules rouges, appelés également érythrocytes ou hématies, il y a les globules blancs ou leucocytes, il y a les plaquettes ou thrombocytes, comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là. Mais comme vous remarquez, ce sont les globules rouges qui sont les plus abondantes. Vous avez donc là également un tableau qui résume donc la composition du sang chez l'adulte. Donc, le sang, il représente donc 8% de la masse corporelle. Il y a la partie plasmatique et puis les éléments figurés du sang. Dans le plasma, il y a bien sûr les protéines qui représentent 7% et l'eau 91 à 5%. Avec d'autres solutés qui représentent 1,5%. Les protéines, donc l'albumine, globuline, fibrinogène et autres protéines qui représentent 1%. Et les autres solutés, vous avez donc les électrolytes, nutriments, gaz, substances régulatrices, vitamines et déchets. Alors, pour les éléments figurés du sang, vous avez donc les différents types de globules blancs et des globules rouges, ainsi que les plaquettes.
Parfois, on peut trouver également dans ce frottis, on peut observer un type de cellules qu'on appelle les réticulocytes. Alors, c'est donc une sixième sorte de cellules. Ce sont donc des globules rouges jeunes qui circulent dans le sang depuis moins d'un jour. Donc, ce sont des précurseurs des globules rouges ou des globules rouges immatures. On les identifie sur un frottis à l'aide de certains colorants comme le bleu de méthylène qui permettent donc d'observer les organites cytoplasmiques qui contiennent encore à ce stade et qui auront disparu dans les hématies adultes. Donc les réticulocytes, ils vont donc éjecter certains de ces organismes cytoplasmiques pour devenir matures et donc donner le globule rouge. Et ça, on va le voir dans la partie hématopoïèse. C'est ce qu'on appelle donc la substance granulofilamenteuse, composée surtout d'ARN ribosomal impliqué dans la synthèse de l'hémoglobine. Le taux normal des réticulocytes sanguins est de 20 à 110 fois 10 à la puissance 9 par litre, ce qui correspond seulement à 0,005 à 0,02 du nombre total d'érythrocytes à l'état normal. Donc, dans les analyses du sang et dans la recherche des causes des anémies, des fois, ce nombre, le comptage de ces réticulocytes permet d'avoir donc une idée sur l'origine ou la cause éventuelle d'une anémie par manque de globules rouges. Alors l'analyse du sang, je pense qu'on va s'arrêter dans cette première présentation à ce niveau-là. Et puis je vais donc reprendre à partir donc de cette partie.